juridiques et réglementaires, il y a des règles et des principes à respecter. La deuxième présentation va justement porter sur ces éléments, entre autres, et elle sera faite par Anne-Marie Lalonde, qui est avocate avec plus de 30 ans d'expérience au ministère de la Justice du Canada, où elle était à la fois rédactrice des textes législatifs et experte des questions principalement de santé et du bien-être des animaux. En plus, Anne-Marie a travaillé pendant près de 10 ans donc, à l'Agence canadienne de l'inspection des aliments, Elle est accréditée par l'ONSA pour mener des missions dans le cadre du programme d'appui à la législation vétérinaire. Et justement, dans ce cadre, elle a mené plusieurs missions dans nos pays africains. Anne-Marie, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, Bachir. Alors, bonjour à tous. On m'a demandé de préparer une présentation sur la législation vétérinaire avec une emphase particulière sur la législation qui gouverne la prestation des services vétérinaires. Alors, je vais commencer par partager mon écran déjà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que mon écran est partagé? Oui, c'est bon. Parfait. Oui, c'est bon. D'accord. Alors, un bref aperçu de ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. D'abord, je ferai un rappel très bref de certaines notions de base qui concernent la législation vétérinaire. Je poursuivrai avec certaines règles clés en rédaction législative, celles qu'on tente de suivre pour produire des textes de qualité, ainsi que les avantages d'avoir dans son pays une législation vétérinaire de qualité. Je me pencherai par la suite sur la législation qui gouverne les professions vétérinaires en mentionnant les objectifs que cette législation poursuit, ainsi que l'importance d'avoir une loi qui gouverne tous les acteurs et les prestataires de services vétérinaires, ainsi que les éléments essentiels qui devraient se retrouver dans ce type de législation. Alors, je terminerai finalement avec certains éléments de méthodologie pour la modernisation de la législation vétérinaire afin d'y inclure les paraprofessionnels. Alors là, je suis allée trop vite. Un bref rappel, donc le terme législation, comme vous le savez probablement, c'est un terme qui est générique, qui désigne l'ensemble des textes législatifs qui sont en vigueur dans un pays. Alors, on parle de la Constitution, des lois, règlements, règles, décrets, ordonnances, proclamations. Ce sont tous des textes qui sont de nature législative. La nomenclature va varier d'un pays à l'autre, mais c'est ce dont on parle quand on parle de législation. Alors, la législation, elle a deux caractéristiques essentielles dont je vais vous parler. La première, c'est qu'elle est d'application générale, c'est-à-dire qu'elle est destinée à un nombre indéterminé de personnes, par opposition, par exemple, à une décision judiciaire qui ne vise qu'une seule personne ou par opposition à un acte administratif, un texte administratif qui, lui, ne vise, une décision administrative, je devrais dire, qui ne vise qu'une seule personne. Donc, on parle d'un texte d'une application générale. La deuxième caractéristique de la législation, c'est qu'elle a un caractère obligatoire, elle a force de loi. Ce que ça veut dire, c'est que le défaut de se conformer à un texte qui est de nature législative peut faire l'objet de sanctions. La législation vétérinaire, plus particulièrement, donc c'est la législation qui gouverne tous les aspects du domaine vétérinaire dans un pays. Le domaine vétérinaire, quant à lui, le Code sanitaire pour les animaux terrestres en donne une définition, mais j'ai vu là, avec le sondage que vous étiez assez familier avec cette définition, alors je ne la lirai pas, elle est particulièrement longue et on n'a pas énormément de temps, mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'étendue et la portée du domaine vétérinaire, je vous invite à lire cette définition après la présentation, donc dans le Code sanitaire des animaux terrestres. Mais essentiellement, la législation vétérinaire, elle poursuit deux objectifs. D'abord, elle fournit à l'autorité compétente les bases qui lui sont nécessaires pour réguler le domaine vétérinaire dans son entier. Donc, la législation vétérinaire va donner à l'autorité compétente, elle va lui donner un mandat précis.
elle va lui donner les pouvoirs qu'elle peut exercer et les attributions qui lui sont conférées pour réguler le domaine vétérinaire. La législation vétérinaire sert également à énoncer les règles de conduite qui sont imposées aux personnes qui s'adonnent à des activités dans le domaine vétérinaire. Donc, on parle des pouvoirs qu'ils peuvent exercer, les obligations auxquelles ces personnes sont soumises et les interdictions qui les visent. Les normes de l'OMSA, donc Sonia en a déjà parlé il y a quelques instants, en adhérant à l'OMSA, les pays s'engagent à appliquer les normes de l'organisation et à les intégrer dans leur législation vétérinaire nationale. L'objectif, je vais quand même parler des objectifs de ces normes. Il s'agit d'améliorer la santé et le bien-être animal dans le monde par des mesures visant à prévenir et à contrôler les maladies animales, à améliorer leur bien-être et à établir des services vétérinaires nationaux qui fournissent des services de haute qualité. Or, la qualité des services vétérinaires repose notamment et en grande partie sur une législation de qualité qui va venir appuyer leurs interventions. Et c'est dans les chapitres 3.4 du Code sanitaire pour les animaux terrestres que l'OMSA énonce les normes qui visent la législation vétérinaire en tant que telle. Donc, notamment les éléments qui doivent figurer dans la législation vétérinaire par sujet. Alors, lorsqu'on rédige un texte de loi, on recommande de suivre quand même un certain nombre de principes ou de règles qui sont vraiment clés pour obtenir une législation de qualité. La première règle, elle est vraiment fondamentale, c'est avant d'entreprendre des travaux de rédaction, donc avant de commencer à rédiger un texte législatif, ce qui est fondamental, c'est que la stratégie, le projet stratégique qu'on veut mettre sous forme législative doit être très bien défini dans son ensemble, donc c'est-à-dire la loi primaire ainsi que les textes d'application qui viendront la supporter, et également dans la durée. C'est une règle vraiment importante. Ce sont vraiment deux étapes qui sont bien séparées. Et la qualité des textes législatifs dépendra très largement des efforts qui auront été mis pour définir la stratégie ou le projet stratégique qu'on veut mettre sous forme de loi. Alors, on ne rédige pas les textes en développant la stratégie en parallèle et inversement, on ne développe pas la stratégie en ayant déjà commencé la rédaction du texte. C'est une règle qui est vraiment importante. En anglais, on dit « good policy makes good legislation ». Donc, en français, pour avoir de bonnes lois, il faut avoir au préalable une bonne stratégie bien définie et qui est solide. La deuxième recommandation qu'on fait à ceux qui rédigent des textes législatifs, c'est qu'ils doivent utiliser un langage qui est simple et qui est facilement compréhensible par le public concerné. Dans le domaine vétérinaire, bon, il y a des gens qui sont éduqués et il y a des gens, par exemple, les éleveurs qui sont moins éduqués. Alors, il faut s'assurer dans la législation vétérinaire que le niveau de langage qui est utilisé soit compris par tous. Troisième règle, c'est que la terminologie qui est utilisée dans les textes législatifs, elle doit être le plus précise possible pour éviter toute ambiguïté et éviter également toute interprétation multiple. La terminologie, elle doit également être uniforme, autant au sein d'un même texte et également, on cherche une uniformité d'un texte à l'autre. Je pense par exemple à des situations où dans un texte, on va référer au docteur vétérinaire et dans un texte, ou soit dans le même texte ou dans un autre texte, on va tout d'un coup parler du médecin vétérinaire ou du vétérinaire. Donc, on a trois appellations qui sont censées viser la même personne. Également pour les VTP, parfois, ils sont désignés comme tels dans la législation. Parfois, on y réfère en parlant d'auxiliaire ou d'adjoint au vétérinaire. Donc, il faut s'assurer dans le corpus législatif, donc l'ensemble des textes qui forment la législation vétérinaire, que la terminologie utilisée pour désigner certains concepts ou certaines personnes soit la même
dans tous les textes. Une autre règle importante à respecter, c'est le fait que les textes législatifs doivent être adaptés au contexte national, c'est-à-dire aux besoins du pays et à la réalité du pays et la réalité du terrain. Donc, je pense ici à des textes législatifs qui incorporent des définitions qui sont calquées du glossaire qui fait partie du Code sanitaire pour les animaux terrestres, sans avoir été adaptés à la réalité du pays. Je pense aussi aux textes qui sont développés au niveau régional. Donc, si vous décidez, si votre pays est membre d'une association régionale, d'une organisation régionale et que des textes sont produits et que vous décidez d'intégrer ces textes dans votre législation nationale, il est important d'adapter la législation au contexte de votre pays et d'adapter également la terminologie à la terminologie qui est celle utilisée dans la loi nationale. Il faut se rappeler que le glossaire, le code terrestre et la législation régionale, elle a vocation à s'appliquer à plusieurs pays. Donc, forcément, la terminologie qui est utilisée, elle est plutôt générique. Et cette caractéristique-là d'avoir un vocabulaire générique ne convient pas quand il vient le moment d'intégrer ces textes dans une législation nationale. On essaie également, dans un texte législatif, d'organiser les dispositions selon une structure logique. Donc, toutes les dispositions traitant d'un même sujet étant regroupées ensemble sous un même titre ou sous un même intertitre. Donc, on peut séparer les textes. On recommande la séparation d'un texte en différents chapitres, en différentes parties, ou en autant de sections ou sous-sections qui sont nécessaires pour faciliter la compréhension du texte et pour permettre au lecteur de pouvoir repérer facilement et rapidement les dispositions qui s'appliquent à lui. Si on décrit une procédure, on la décrit dans l'ordre chronologique de son déroulement. Donc, ce sont des règles qui tiennent à la logique. Les règles doivent être énoncées une seule fois. Donc, il faut éviter les répétitions et les redondances au sein du même texte et également d'un texte à l'autre. Alors, on voit assez souvent des répétitions dans la législation vétérinaire, probablement parce que la législation vétérinaire, elle est constituée de plus d'un texte et que les matières traitées par les textes sont interreliées. Donc, il y a probablement un souci du rédacteur ou des rédacteurs, soit d'insister sur une règle en la répétant, ce qui n'est pas nécessaire, ou le souci de fournir dans un seul texte législatif un portrait complet des règles qui s'appliquent au sujet. Donc, c'est à éviter. D'abord parce que c'est évidemment pas nécessaire. C'est aussi à éviter parce que parfois les règles, elles sont reproduites d'un texte à l'autre avec certaines variations. Donc, ça devient difficile pour le lecteur de savoir à quelle règle il est assujetti. Les droits et pouvoirs, devoirs et obligations de tous les acteurs doivent être clairement énoncés. Ici, on parle entre autres des vétérinaires et des paraprofessionnels. Les droits et obligations de tous ces gens doivent être clairement énoncés, ainsi que les comportements qui sont prohibés. Donc, idéalement, les personnes qui lisent le texte législatif devraient, à la lecture même du texte, comprendre comment se comporter et comment exercer leurs activités, ainsi que les limites qui sont associées à l'exercice de leurs activités, sans avoir recours à des textes de vulgarisation. On essaie d'éviter cette étape si ce n'est pas nécessaire. Donc, on essaie d'être le plus clair possible dans le texte législatif même. Les conséquences liées au manquement doivent être prévues, sans quoi il est impossible de forcer l'application de la loi et sans quoi il est impossible de sanctionner les contrevenants. Donc, en somme, les textes législatifs qui forment la législation vétérinaire et les dispositions législatives qu'on trouve dans ces textes doivent former un tout qui est cohérent. Elles doivent tous et toutes pouvoir être lues ensemble sans causer de confusion ni d'ambiguïté et sans non plus laisser place à l'interprétation personnelle de chacun. Enfin, il y a un message clé qu'il faut retenir, c'est celui de la clarté, et je le fais en citant Max Weber qui dit « Entre ce que je pense, ce que je veux dire,
ce que je crois dire, et je m'adresse ici au rédacteur, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre et ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Donc j'insiste, donc c'est un message à retenir pour les rédacteurs de loi. Avoir une législation vétérinaire de qualité, donc ça présente évidemment des avantages. D'abord, les acteurs concernés comprennent les règles qu'ils doivent suivre et ils peuvent plus facilement se conduire en conséquence, donc sans aucune marge d'interprétation. Par ailleurs, les agents de l'État ou les inspecteurs qui appliquent les textes comprennent bien les textes et ils en ont aussi une compréhension, ils ont aussi la même compréhension de ces textes, ce qui favorise le contrôle de l'application de la loi et ce qui favorise également une égalité de traitement dans toutes les régions du même texte de loi. Alors, si chaque inspecteur ou agent de l'État sur le terrain applique la loi, une loi qui est rédigée avec un certain nombre d'ambiguïtés, donc s'il applique la loi selon la compréhension qu'il en a, c'est pas favorable à une égalité de traitement. Une législation de qualité également va créer des conditions qui sont plus favorables à des mesures d'application de la loi. Donc, quand il y a des campagnes de répression, par exemple, quand il y a des interventions auprès des acteurs qui sont visés par la loi, ces campagnes sont plus fructueuses. Et si des sanctions doivent être ou des mesures doivent être prises à l'encontre de ces personnes, ces mesures seront plus fructueuses si au départ, la contravention, le texte est clair, donc la contravention est claire aussi. Alors, du coup, les services vétérinaires vont gagner en crédibilité et ultimement, mais la santé et le bien-être animal s'en trouveront améliorés. Ce qu'on appelle la législation relative aux professions vétérinaires, qui est le sujet du webinaire d'aujourd'hui, c'est l'ensemble des textes qui régissent l'activité de tous les prestataires de services vétérinaires dans un pays. Donc, les docteurs vétérinaires, les paraprofessionnels et, le cas échéant, les auxiliaires qui exercent certaines tâches en parallèle. Donc, c'est la législation qui va notamment établir les conditions d'entrée dans ces professions et le cadre juridique qui est nécessaire au contrôle de leurs activités. La législation qui est relative aux professions vétérinaires, elle poursuit un certain nombre d'objectifs. Les objectifs principaux sont des objectifs de protection du public, protection de l'intégrité de la profession et évidemment protection de la santé animale. Donc, le public doit être protégé contre toute personne qui n'est pas autorisée à exercer la médecine vétérinaire ou à offrir des prestations liées à la santé vétérinaire et à tout usurpateur qui travaille dans l'illégalité. Le public doit aussi être protégé contre les fautes et les mauvaises pratiques des prestataires de services vétérinaires. Donc, ça prend dans cette législation un mécanisme qui va permettre aux gens, au public, donc aux personnes qui sont aux éleveurs, par exemple, qui sont victimes d'une faute professionnelle, on doit leur donner à ces gens un mécanisme pour alerter l'autorité qui est responsable de la régulation de ces vétérinaires et pour permettre donc à l'autorité compétente de prendre des mesures pour corriger la situation, éventuellement par une obligation de formation continue, différentes mesures qui peuvent être prises. Parallèlement, mais en établissant des normes de compétences, en établissant les conditions d'entrée dans la profession, les exigences en termes d'éducation et en termes de formation continue, ça contribue à la bonne réputation de la profession et ça contribue à l'intégrité du corps de professionnels en question. Tout ça mène à une crédibilité envers la profession et à une meilleure confiance envers les professionnels. Maintenant, les éléments essentiels qu'on veut voir ou que l'OMSA demande de voir dans la législation vétérinaire, il y en a quelques-uns et on va les examiner chacun à leur tour. D'abord, l'autorité compétente
qui est chargé de l'enregistrement et de la régulation des vétérinaires et des PPV doit être identifié dans la loi. Alors, l'OMSA recommande que ce soit l'organisme vétérinaire statutaire, donc l'ordre des professionnels, mais on peut concevoir aussi des situations où ça serait une autre entité qui enregistre ou qui réglemente, qui régule par exemple, les paraprofessionnels. Alors, je fais une distinction ici importante entre l'enregistrement des paraprofessionnels et vétérinaires et la régulation de ces professions. L'enregistrement, c'est vraiment l'étape par laquelle l'autorité qui est désignée dans la loi étudie les dossiers de candidature et approuve l'entrée dans la profession d'un candidat. Et c'est l'étape par laquelle aussi elle va inscrire donc dans un registre les personnes qui sont autorisées à exercer la profession. La régulation, c'est un autre volet du mandat de l'autorité qui sera désigné. C'est celle de surveiller donc la façon dont les professionnels exercent leurs activités et éventuellement, en cas de besoin, de prendre les mesures qui sont nécessaires pour améliorer l'exercice de cette profession. Sur la question de l'enregistrement, il sera important dans la loi de faire vraiment une distinction entre l'enregistrement, surtout si l'enregistrement est effectué par la même autorité, par exemple l'ordre professionnel, de faire une distinction très claire entre l'enregistrement des vétérinaires et l'enregistrement des paraprofessionnels qui, eux, ne seront pas inscrits sur le tableau de l'ordre, mais qui seront inscrits dans un registre à part pour être bien sûr que la ligne entre les deux catégories de professionnels soit bien établie. Marie, vous avez encore 1 minute. Est-ce que ce sera possible de... Oui, je vais faire ça très rapidement. Les autres éléments essentiels, donc il est important d'établir les catégories professionnelles qui seront habilitées à exercer des activités vétérinaires, y compris donc avec précision les catégories de vétérinaires qui sont reconnues par le pays en fonction de leur formation, donc licence, Bac Pro, Bac plus 3. Ces catégories, elles peuvent être définies dans la loi ou on peut donner le pouvoir à l'ordre professionnel, par exemple, de les définir elles-mêmes. On veut aussi voir dans la loi le contenu des formations initiales et continues pour chaque catégorie de professionnels, donc les vétérinaires et les PPV, et les compétences minimales requises, ainsi que les autres conditions pour exercer la profession. On doit retrouver, et je prends quand même le temps d'insister là-dessus, on doit retrouver clairement énoncé les activités qui sont de la prérogative et qui appartiennent aux vétérinaires, donc ce qui doit être exercé par des vétérinaires et ce qui ne peut pas être exercé par les paraprofessionnels. En parallèle, il faut définir dans la loi les actes qui peuvent être accomplis par les paraprofessionnels et les conditions afférentes à l'exercice de ces activités, particulièrement importantes dans le cas des PPV qui œuvrent dans le secteur privé pour un vétérinaire qui est en profession libérale. Le niveau de la supervision des professionnels des PPV, j'ai vu dans le chat que dans certaines législations, c'est déjà prévu. Cette supervision, il faut la définir dans la loi, ainsi que les niveaux et les modalités de supervision. Alors, ça peut être, des gestes de vétérinaire peuvent être posés en présence d'un vétérinaire, selon les instructions d'un vétérinaire. Les niveaux doivent être clairement énoncés. Il ne suffira pas de dire que les paraprofessionnels doivent être supervisés par les vétérinaires. Je passe rapidement aux prochains éléments essentiels. Il faut un code de déontologie, il faut des normes, il faut un mécanisme de plainte qui permet au public de se plaindre des fautes professionnelles. Il faut un processus disciplinaire et des sanctions qui sont clairement prévues, ainsi pour ceux qui ne sont pas membres de la profession, ainsi que les infractions et les peines pour ceux qui s'adonnent à des activités qui sont réservées aux membres de ces professions. Modernisation de la législation, quelques éléments méthodologiques. On a déjà parlé de la stratégie, le projet stratégique, il faut clairement le définir avant d'entreprendre la modernisation de la législation. Donc, on fait d'abord un inventaire des textes existants et on identifie toutes les dispositions qui doivent être modifiées ou ajoutées pour inclure les paraprofessionnels. C'est aussi l'occasion de vérifier que tous les éléments recommandés par l'ONISA sont également présents pour la régulation des vétérinaires eux-mêmes.
Le message final, c'est que c'est un projet qui est complexe, c'est un projet qui peut être long sur la durée et on vous encourage à évidemment impliquer les conseillers juridiques du ministère pour vous aider dans cette tâche. Alors, je vous remercie, c'était rapide, mais je vous remercie.